Bonjour à tous et bonjour à toutes. Grand plaisir de vous revoir et en plus nombreux pour cette conférence consacrée à la pop culture. Sujet d'actualité, je suis dans la voiture à 16h, je mets France Inter et j'entends « Qu'est-ce que la pop culture ?» Et on en parlait au sujet des Beatles, pour dire que la musique des Beatles, c'était de la musique pop, mais culturelle. Je vous laisse réfléchir. Quand même pas mal. Donc, le deuxième thème, le premier thème de notre conférence sur droit et pop culture, notre premier thème était le droit des personnes et de la famille. Un certain nombre d'entre vous ont probablement assisté à notre première conférence qui nous a permis de réfléchir aux différents thèmes liés à la disparition d'une partie de la population, puisque nous nous sommes appuyés sur Leftovers pour essayer de réfléchir à la manière dont le droit peut se positionner lorsque disparaît 3% de la population. C'était un moment assez fantastique de réfléchir à l'ensemble des conséquences de ces disparitions, aux couples qui se défont, qui se refont, aux sectes, etc. Sujet en même temps excessivement sérieux. Alors pour notre deuxième conférence, nous avons choisi un sujet qui est hautement d'actualité, le droit et le numérique. Aujourd'hui même, notre président de la République a annoncé la création d'un institut de l'intelligence artificielle, avec tout ce qu'on peut avoir comme doute sur la manière d'appréhender philosophiquement la constitution d'un tel institut, même si l'intérêt de cette création est fortement probable. Alors, le droit et numérique, nous avons choisi de nous appuyer sur la série Black Mirror, une série sexe et violence, on ne peut pas le nier, assez dure de manière générale. Le premier épisode est absolument épouvantable et donne des frissons sur cette perspective de l'utilisation du numérique à des fins qui ne sont pas du tout celles pour lesquelles le numérique doit être utilisé. Alors, nous avons 4 intervenants, des intervenants de marque. Le programme a été annoncé. Il y a un petit changement dans l'ordre des personnes qui vont intervenir. En effet, en premier va intervenir Thibaut Douville, le co-directeur du master numérique. Ensuite, Christophe Allôme nous parlera, quant à lui, du droit de la propriété intellectuelle. Donc, je laisse Thibaut Douville peut-être se présenter très, très rapidement, hein, et ensuite passer. Voilà. Non, tout à fait, parce que moi, j'ai l'intention d'aller là-bas. Dans le public, là. Merci beaucoup, Annick. Merci à tous. 2 mots de présentation, peut-être d'abord. Donc, je m'appelle Thibaut Douville. Voilà, je suis avec Christophe Allôme, co-directeur du Master droit du numérique, et je suis professeur des universités à l'Université du Mans. Je vais vous parler d'un épisode peut-être un peu catastrophique. Enfin, c'est vrai que Black Mirror est assez catastrophique et assez difficile. C'est pas la série qu'on regarde le plus peut-être pour bien dormir le soir, puisque vous avez sûrement regardé un certain nombre d'épisodes. À chaque fois, il s'agit de traiter d'un thème des méfaits clairement du développement du numérique dans la société. Et chaque épisode insiste sur les aspects les plus troublants ou les plus noirs que ce développement peut avoir. J'ai la chance et peut-être la malchance de traiter un thème qui est le thème à la fois le moins juridique aujourd'hui et qui pose peut-être le plus de questions juridiques, à savoir la question de l'intelligence artificielle dans le cadre de la série.
Le moins juridique parce que vous avez sûrement tous une appétence pour les questions, ou en tout cas un intérêt peut-être pour les questions numériques. L'intelligence artificielle pose beaucoup de questions, on en parle beaucoup, il y a des initiatives étatiques, tu l'as rappelé à juste titre, Annick. Pour autant, la question des règles de droit applicables à l'intelligence artificielle suscite tout un tas d'interrogations juridiques, mais aussi éthiques, philosophiques, et pour lesquelles on a du mal. On a du mal à finalement à trouver des solutions communément acceptées et puis correspondant aux standards que l'on connaît, notamment en termes de responsabilité. Alors, au sein de la série, j'ai décidé de ne parler que d'un épisode, même s'il y en a 2 ou 3 autres qui traitent de l'intelligence artificielle, à savoir l'épisode qui s'appelle White Christmas, qui est le dernier épisode de la saison 2 de Black Mirror. Dans cet épisode, je vais vous en parler dans un instant. Vous voyez le petit œuf qui est posé sur la table, ça fait penser aux enceintes connectées, à Amazon Echo et aux autres enceintes connectées. Et finalement, cette petite enceinte contient le double d'un cerveau humain, la copie algorithmique du cerveau d'une personne, et on va y venir dans un instant. Simplement, pour vous parler de l'IA, et avant d'entrer dans l'épisode, je voulais juste vous dire 2-3 mots sur ce qu'est l'intelligence artificielle, autant qu'un juriste puisse parler de ses aspects techniques, mais voilà, en essayant de ne pas dire de bêtises. Simplement pour vous dire ce qu'est un algorithme d'abord. Alors, je vous ai mis une définition qui est une définition venant d'un comité terminologique. Un algorithme, c'est l'étude de la résolution de problèmes par la mise en œuvre de suites d'opérations élémentaires, selon un processus défini aboutissant à une solution. Bref, il y a une suite d'opérations logiques qui s'opèrent et qui permettent, en présence d'un problème déterminé, à l'ordinateur d'apporter une solution déterminée. Ça, c'est la définition générale de l'algorithme. Et l'intelligence artificielle, dont on parle beaucoup, a commencé à se développer dans les années 50. Vous avez peut-être entendu parler d'un mathématicien qui s'appelle Turing, qui est l'un des pères de l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle consiste à développer des algorithmes qui permettent de raisonner, d'apporter des solutions à des problèmes, alors même que les solutions en question n'avaient pas initialement été envisagées par le concepteur de l'algorithme. 2 types d'algorithmes existent, et on le verra dans l'épisode. Il y a 2 types d'intelligence artificielle existent, et on le verra dans l'épisode, il y a ces 2 types d'intelligence artificielle qui sont sollicités. Le premier type, c'est l'intelligence artificielle faible. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de machine learning, deep learning, réseau de neurones. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Je vois l'une de vos camarades dire oui, les autres non. L'idée, c'est qu'un réseau de neurones, vous avez fait de la bio quand vous étiez petit, vous voyez tous les synapses et les neurones qu'on a dans un cerveau, vous en avez tous eu une représentation en bio petit. Eh bien, l'idée d'un réseau de neurones, c'est pareil. L'idée, c'est d'essayer de reproduire la manière dont notre cerveau fonctionne. Les neurones sont connectés par des synapses, et quand on va concevoir un algorithme, on va essayer de le concevoir de la même manière. C'est-à-dire qu'on ne va pas concevoir un programme de manière linéaire, mais on va empiler les fonctions algorithmiques les unes dans les autres, exactement comme un réseau de neurones se connecte entre eux. Chacun va résoudre un petit bout du problème, et ensemble, ils vont pouvoir résoudre un problème beaucoup plus général. L'idée toute simple, c'est que ça permet de décomposer les problèmes. Plutôt que de traiter en une fois un problème, on va traiter plein de problèmes différents. Et ces réseaux de neurones se sont développés dans les années 60, et petit à petit, ils ont été oubliés. Il y a eu ce qu'on appelle des hivers de l'intelligence artificielle, et ils sont revenus à la mode au début des années 2000, avec le développement des capacités informatiques. Et à partir de ces réseaux de neurones, se sont développées 2 techniques, le deep learning et le machine learning. Le deep learning, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage profond, et il s'agit de compiler, d'additionner les couches de neurones afin que l'algorithme puisse proposer des solutions, donc, comme je vous l'ai dit précédemment, qui n'ont pas été initialement envisagées dans le cadre de la conception de l'algorithme. Le machine learning, c'est quelque chose d'un petit peu différent. Ça consiste à permettre à la machine d'auto-apprendre et donc de se perfectionner toute seule. Pour savoir comment ça fonctionne, pour avoir une idée de ce à quoi ça sert, l'intelligence artificielle faible, pensez à vos radiologues. Vous avez sûrement tous passé des radios à un moment ou à un autre. Si on conçoit une intelligence artificielle en radiologie, l'idée, ce serait de permettre à l'intelligence artificielle de détecter toute seule les
problèmes qui apparaissent sur la radio, par exemple un os qui est cassé, eh bien l'intelligence artificielle va pouvoir le détecter parce qu'elle aura compilé des dizaines d'images radiologiques et on lui aura indiqué sur telle image qu'il y a tel problème, sur telle autre image qu'il y a tel autre problème, et petit à petit, elle aura ainsi appris à mettre un terme sur une image. Puis il y a l'IA forte, c'est celle qui a préoccupé davantage la pop culture, qui va nous préoccuper tout de suite après. C'est l'IA qui est consciente d'elle-même. Vous avez peut-être 2001 l'Odyssée de l'espace, vous avez vu peut-être 2001 l'Odyssée de l'espace. Voilà, HAL qui est chargé d'emmener le vaisseau jusqu'à un satellite de Saturne et finalement qui prend le dessus puisqu'il veut absolument accomplir sa mission et qui finit par tuer les astronautes. Et c'est l'IA consciente d'elle-même. L'IA consciente d'elle-même, on en a deux représentations dans les films et dans la pop culture. Parfois, elle est personnalisée, un réflexe anthropomorphique. On essaie de donner une forme au logiciel, à l'algorithme, et puis tantôt, elle n'est pas personnalisée et on insiste davantage sur les usages, les méfaits qui sont faits de l'IA. Pour l'IA non personnalisée, juste un exemple avant de traiter de Black Mirror. Person of Interest, vous avez peut-être vu, c'est une série qui est passée il y a quelque temps sur les écrans, une IA qui était chargée de détecter finalement des actes de terrorisme. Et je vous ai mis sur la photo ici, vous voyez, c'est pas Person of Interest, c'est une IA développée par le gouvernement chinois qui est capable d'identifier quasiment tous les Chinois. De l'autre côté, vous avez une image copiée de Person of Interest. C'est un épisode diffusé en 2016 et l'IA chinoise était globalement prête en 2016, donc la réalité a rejoint la fiction. L'IA qui est utilisée sert à identifier les personnes, pouvoir en Chine leur imputer une note sociale, etc. L'IA personnalisée, il y en a plein d'exemples dans la pop culture, je ne vais pas développer pour ne pas prendre trop de temps, mais on pense à 2001 l'Odyssée de l'espace, à Wall-E, à Terminator 2, bref, plein d'exemples d'IA personnalisée, d'IA forte. Alors White Christmas, c'est un épisode, donc c'est l'épisode 4 de la saison 2, et c'est un épisode un petit peu particulier. Il s'ouvre sur deux personnages, deux hommes qui sont dans une maison, c'est Noël, et l'un essaie de faire parler l'autre, il essaie de préparer un repas de Noël. Et voilà, une discussion s'engage, on ne sait pas trop pourquoi, mais on sait qu'ils sont coincés dans une maison à cause de la neige. L'épisode se poursuit, on découvre le hobby de l'un des personnages au cours de la discussion de ces deux personnages principaux. Le hobby de Matt. Matt, c'est lui, Matt. On découvre le hobby de Matt qui était de faire de l'assistance sentimentale à distance via une caméra. Et il a assisté à l'occasion de cette assistance sentimentale par vidéo interposée à un meurtre, le meurtre de Harry par Jennifer. Donc il se découvre un petit peu pour essayer de faire parler l'autre personnage intéressant dans cet épisode, qui est Joe. Et on apprend que le vrai travail de Matt, c'est pas du tout de faire de l'assistance sentimentale, c'est de proposer un service numérique qui consiste à créer des intelligences artificielles à partir du cerveau humain. Il s'agit de faire une copie avec une puce, un implant dans le cerveau d'une personne qui reste une semaine. Ensuite, on enlève l'implant, on le place dans une petite boîte, comme une enceinte connectée, et on trouve dans cette petite enceinte connectée la copie d'un cerveau. Voilà. Et c'est le copie du cerveau de Greta qui se trouve dans cette petite boîte. Et on va le voir, je vous en parlerai un petit peu après. L'IA pose deux problèmes dans l'épisode. Deux questions finalement apparaissent. Un aspect IA faible, je vais vous en dire deux mots, et puis un aspect plutôt IA forte, et c'est elle, consciente d'elle-même, donc qui va poser le plus de problèmes. Concernant l'IA faible, tous les personnages dans cet épisode disposent d'un implant dans leurs yeux. Donc vous imaginez vos téléphones portables sous forme de lentilles de contact qui s'appelle l'implant ZEye et qui vous permet de zoomer, qui vous permet de communiquer avec des tiers et qui vous permet aussi de bloquer des tiers. Donc vous voyez, vous ne voulez plus me voir, vous pourriez me bloquer. Et évidemment, pour pouvoir me bloquer, il faut que mon image puisse disparaître. C'est une forme de disparition sociale. Je disparais de l'écran, je disparais de votre vue et apparaît une image floutée, comme en bas, à la place de ma personne. Je ne peux plus communiquer avec vous dès lors que vous m'avez bloqué. Bien évidemment, pour pouvoir, exactement comme on bloque quelqu'un sur Twitter ou autre, c'est exactement la même idée.
Alors, bien évidemment, pour bloquer quelqu'un, dans la vie comme sur un réseau social, il faut être capable de détecter où il est, quelle est sa représentation, comment il se déplace, et il faut surtout que l'algorithme soit capable de détecter qui a bloqué qui, et donc va faire évoluer l'image de la personne et le blocage en fonction eh bien, de l'évolution de la vie de la personne. Et pour réaliser ça, il faut au minimum une solution qui permette d'apposer un filtre sur la personne au fur et à mesure de ses déplacements, et bien évidemment, pour cela, il faut de l'IA faible. Alors dans l'épisode, c'est un petit peu catastrophique parce qu'on apprend que Matt, le personnage principal, était marié, que son épouse allait avoir un enfant, et au moment où il l'apprend, eh bien, enfin, c'est l'autre personnage, pardon, c'est celui-ci, on apprend que son épouse était enceinte, il se dispute, elle part, elle le bloque, il ne peut plus la voir, elle obtient une ordonnance restrictive d'un juge qui valide le blocage de telle sorte qu'il ne peut plus jamais la voir. Elle accouche d'une petite fille et finalement il ne peut plus la voir, il ne peut plus voir non plus la petite fille, il ne peut pas voir sa fille, enfin sa fille, dont on ne sait pas si elle est sa fille ou pas pendant l'épisode. Et c'est une manifestation de cette IA faible qui correspond au filtre et qui pose bien des questions juridiques, on va y revenir. Tout l'épisode se déroule autour de cette histoire de blocage, de disparition de l'épouse, de la petite fille, on verra, qui aboutira à un meurtre du grand-père de la petite fille par le deuxième personnage présent dans la maison, qui est Joe. L'objectif de l'épisode, c'est de faire parler Joe et qu'il avoue le meurtre. Alors, des interrogations concernant l'IA faible, beaucoup, je ne vais pas développer, mais c'est la question de la liberté individuelle, de la vie privée, de la liberté d'expression, parce que quand on est bloqué, on ne peut plus communiquer avec des tiers, on ne peut plus communiquer avec la personne qui nous a bloqués, et cela pose aussi la question du droit de mener une vie familiale normale, la question de la mort sociale, la question également de savoir dans quelles conditions est-ce que le blocage peut intervenir, est-ce qu'il y a des conditions contractuelles éventuellement qui peuvent justifier le blocage dans le cadre de l'utilisation de l'implant ZI. Mais à vrai dire, ce n'est pas véritablement le problème central de l'épisode. Le problème central de l'épisode, c'est la singularité, pas singularité, de l'IA. C'est la question de la copie du cerveau des personnes dans une petite boîte. Donc Matt, que l'on voit à l'écran, là-haut, son job, c'est de faire en sorte que des personnes cherchent à créer un double numérique avec un implant, et que ce double numérique soit introduit dans une enceinte connectée ou dans un objet connecté. Et donc là, on voit Matt et on voit la cliente qui a demandé à ce que son cerveau soit copié dans l'enceinte connectée, de telle sorte que cette copie algorithmique sera chargée, dans le cadre du contrat de fourniture de services, de gérer la vie de son double réel. Donc on a un double numérique et une personne réelle. Le double numérique étant chargé finalement d'anticiper les goûts, les désirs, les envies, les occupations de la personne dans la vraie vie. Et ce double numérique ne comprend pas trop ce qui lui arrive, parce que tout d'un coup, elle a pris conscience d'elle-même, elle arrive à la vie, elle se demande ce qu'elle fait là, dans un environnement tout blanc, elle voit ce personnage Matt en face d'elle, et elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Donc le premier réflexe de Matt, c'est de lui fournir une enveloppe charnelle. Donc l'enveloppe charnelle, c'est l'apparence physique de celle qui a commandé son double numérique. Et puis la cliente, le double numérique de la cliente s'ennuie, elle souffre, elle ne comprend pas ce qu'elle fait dans une pièce blanche, elle a conscience d'elle-même, elle se demande ce qu'elle fait là, ce qu'elle peut bien faire, il n'y a rien à faire, dit-elle. Et il va falloir essayer de la redresser un petit peu, de lui faire comprendre qu'elle doit réaliser sa prestation. Et comment on fait pour lui faire comprendre de réaliser sa prestation? Eh bien, on fait passer le temps. Donc, il y a un moyen technique qui va permettre de faire défiler les jours pour l'obliger finalement à se soumettre à des conditions extérieures, donc aux ordres de Matt dans un premier temps, et la conduire à accomplir sa mission qui est de servir la personne réelle dont elle est le double. On apprendra dans l'épisode à la fin que Matt et Joe, qui sont tout en bas de l'écran, ici, dans une cuisine, sont eux aussi en train de discuter dans un monde artificiel. Matt et Joe, qui est en bas, ici, de l'écran, c'est le double numérique du vrai Joe, qui, lui, est en garde à vue. Il est en garde à vue pour le meurtre du père de sa femme, de son ex-femme.
Et on l'apprend par la suite dans l'épisode. Et comment est-ce qu'on peut l'apprendre tout au long de l'épisode? C'est qu'on voit le temps qui défile. Je vous ai mis les horloges. Je crois que je l'ai mis... Non, je ne l'ai pas mis après. On voit les horloges. Ici, il se passe 20 secondes, même pas dans l'épisode. Et vous voyez, il se passe plus de 2 heures dans leur réalité à eux. Donc le temps défile très vite. Parce qu'on apprendra par la suite que la scène qu'ils vivent tous les deux, le dialogue que les deux personnages ont, dure 5 ans. Alors même que c'est 70 minutes, je crois, ou 80 minutes dans la réalité. Et donc, on a deux personnages, la numérique, qui discutent entre eux. Enfin, on a un personnage numérique qui est Joe, et puis on a Matt qui lui parle via un appareil. Comme ça, il est présent. Ils sont tous les deux présents dans un monde en quelque sorte artificiel. L'objectif de l'épisode, c'est que Joe avoue le meurtre du père de sa femme, puisque son épouse donc l'a quitté, elle a accouché d'une petite fille, et quand son ex-femme décède, il essaie de voir sa fille, et il se rend compte que sa fille n'est pas sa fille, et il tue le père de sa femme. Voilà. Et l'objectif, c'est de le faire avouer le meurtre. Et il avouera le meurtre de manière artificielle. L'épisode se conclut sur une officier de police qui finalement dit bah voilà, on a des aveux, c'est bon, qui va voir le véritable Joe et lui dit vous avez avoué. Donc lui est en garde à vue, vous avez avoué. Donc maintenant vous pouvez garder le silence si vous voulez, mais quoi qu'il en soit, on a vos aveux, donc c'est fini. Voilà. Donc c'est une situation un peu étonnante, c'est-à-dire que l'enquête pénale se déroule de manière artificielle et des aveux sont obtenus au moyen d'un algorithme qui est la copie du personnage réel qui va finalement avouer petit à petit ce qui s'est passé. Et cela pose plein de questions, évidemment. Cela pose plein de questions à tout un tas de points de vue. Sur la question de savoir l'algorithme qui est dans cette petite boîte, qui est la copie du cerveau, ce que c'est, comment il est protégé. Cela posera la question de savoir si une enquête au moyen du double numérique est possible, et comment. Cela posera la question ça pose aussi la question de la cybersécurité de notre double numérique. Ça pose la question, enfin, du statut de ce double numérique qui souffre, qui s'ennuie, qui a conscience de lui-même. Je vous ai mis quelques phrases tirées de l'épisode. Voilà, le double numérique, alors ça, c'est de la cliente. Je n'ai même pas pu dormir. Il va falloir faire plier l'algorithme et faire plier la personne, donc faire plier l'algorithme. Vous voyez, donc on est vraiment dans un rapport humain, en réalité. L'algorithme d'intelligence artificielle forte, ici, le double numérique, est une personne qui a conscience d'elle-même, comme une personne humaine. Alors, s'agissant des questions que ça pose, d'abord, quel est cet algorithme? On a un algorithme qui est la reproduction d'un cerveau. Alors, juridiquement, on est en présence de quoi? Un algorithme en droit se distingue d'un logiciel et échappe globalement au droit de propriété intellectuelle. Bon. Alors, qui est propriétaire de l'algorithme? Est-ce que c'est la société qui fournit la solution permettant de copier le cerveau? Ou est-ce que l'algorithme n'est que l'expression de la personnalité de la personne dont les données sont extraites? Bref, est-ce que l'algorithme fait l'objet d'un droit de la personnalité? Finalement, ce n'est que mon double numérique, donc ce sont mes goûts, mes expériences, ma vie qui s'expriment à travers l'algorithme. Ou est-ce que l'algorithme appartient à l'entreprise qui propose la solution? Ça, c'est une première question. Et évidemment, les conséquences juridiques ne sont pas les mêmes si on considère que c'est l'entreprise qui est propriétaire ou qui a un droit sur l'algorithme, ou si la personne bénéficie d'un droit de la personnalité. On pourrait aussi raisonner sur le secret des affaires. Il existe depuis quelque temps une loi en matière, une réglementation en matière de secret des affaires qui protège le secret en matière commerciale. Et c'est par ce truchement qu'on a envie de protéger les algorithmes. Ben oui, mais ici, est-ce qu'on est en matière commerciale véritablement? Est-ce qu'on est dans une relation d'affaires? Et puis est-ce qu'il y a véritablement un secret de l'algorithme dès lors que l'algorithme n'est que la copie numérique de la personne? Voilà des questions qui s'ouvrent et pour lesquelles on n'a pas forcément de réponse. Quel est l'objet du contrat de fourniture du service? On est dans le cadre d'une prestation de service, tant lorsqu'il s'agit de fournir un service à la cliente que dans le cadre de la fourniture d'un service à la justice, pour savoir qui a commis le meurtre. Est-ce que c'est un service de contenu numérique? Alors, ce n'est pas un logiciel, donc ça ne peut pas être une licence de logiciel, mais si c'est une fourniture de service, quelles obligations
Est-ce qu'il y a des obligations de mise à disposition? Qu'est-ce qui se passe à l'issue du contrat? Qu'est-ce qu'on fait de l'algorithme? Alors, à l'issue du contrat, on sait que les données ont vocation à être conservées, l'algorithme a vocation à être conservé. On nous dit dans l'épisode que le petit personnage a vocation à servir de chair à canon dans des jeux vidéo. Donc c'est qu'il a une existence propre. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on a un droit à la portabilité, c'est-à-dire un droit à obtenir la restitution de notre copie numérique pour la conserver, par exemple sur une clé USB ou que sais-je? Autant de questions qui se posent. Puis quelle responsabilité? Imaginez que l'algorithme, vous avez dans votre enceinte connectée votre double de vous-même, numérique, et votre double prend de mauvaises décisions pour vous. Est-ce qu'on pourrait engager la responsabilité de l'entreprise qui a proposé la solution? En droit des obligations, en deuxième année, est étudiée la responsabilité du fait des produits défectueux. Est-ce qu'on pourrait engager la responsabilité de l'entreprise en raison du caractère défectueux du produit? Une question délicate, puisque le produit, c'est vous. Enfin, c'est le double de vous-même. Est-ce que l'entreprise tierce pourrait être responsable du fait que vous prenez ou votre double de vous-même prend de mauvaises décisions? Est-ce que l'entreprise en question a une influence sur la manière dont vos goûts, ou en tout cas vos goûts jusqu'à votre copie, s'expriment? Vous voyez, ce sont des questions pour lesquelles il est bien difficile d'avoir des réponses. Ce sont des questions, mais j'ai bien du mal à vous apporter des réponses à tout cela. Et puis, des données sont nécessaires pour le fonctionnement de l'algorithme. Si vous avez des goûts, si vous avez des envies, si vous avez des désirs, si vous avez des souvenirs, tout cela constitue des données. Alors des données à caractère personnel, Fanny Rock vous en parlera, et puis des données qui correspondent à votre vie privée, donc sur lesquelles vous avez vocation à avoir une certaine maîtrise. Bon. L'enquête pénale. Je ne poserai que des questions sans réponse ce soir. L'enquête pénale via l'IA. On a un aveu d'un double numérique. Quelle est la valeur de cet aveu? On sait en procédure pénale que les conditions de condamnation d'une personne sur la foi de son aveu sont très strictes. Par exemple, il faut que la personne ait réalisé en présence d'une enquête préliminaire un aveu en présence de son avocat. Sinon, l'aveu ne peut pas constituer le fondement unique de la condamnation. Ben oui, mais ici, l'aveu, c'est l'aveu d'un double numérique, ce n'est pas un aveu de soi-même. Il n'est pas certain que le double numérique est un souvenir exact de ce qui s'est passé. Il n'est pas certain que le double numérique est une compréhension complète du contexte dans lequel la situation s'est présentée. Puis peut-être que le double numérique a réalisé un rêve ou un cauchemar qui exprime ce meurtre. Comment va s'apprécier la preuve? Est-ce qu'il y aurait un doute quant au contenu de la preuve, de cet aveu réalisé par le double numérique? Ben, on peut douter de la pertinence de la preuve. Et puis, quelle appréciation le juge va faire de cela? Vous voyez, on n'a pas forcément de réponse non plus. Quid aussi de la protection des données à caractère personnel? La protection des données à caractère personnel, Fanny ne me démentira pas, les données sont protégées tant en dehors de l'action publique et de la matière pénale qu'en matière pénale. Et il y a de très nombreux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme concernant l'utilisation des données à caractère personnel dans le cadre des enquêtes pénales. Géolocalisation, écoute téléphonique, c'est sur ces questions-là que la Cour européenne des droits de l'homme s'est prononcée le plus souvent en matière de données à caractère personnel. Est-ce que le fait d'utiliser des données complètes issues de l'expérience d'une personne ne constitue pas une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi qui est la recherche de l'auteur d'une infraction? La question peut se poser. Dans ces cas-là, il y aurait une atteinte au droit au respect de la vie privée. Vous voyez, encore une question qui peut se poser. Amazon Echo, dans deux cas, Amazon Echo a été impliqué en quelque sorte dans une affaire criminelle puisque par deux fois un décès avec une suspicion de crime est intervenu alors qu'une enceinte écoutée, ou en tout cas pouvait être déclenchée, présente sur le lieu où le meurtre a été commis, et s'est posé la question de l'accès justement aux données, et s'est posé la question du déclenchement de l'enregistrement par l'enceinte connectée. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose de complètement stupéfiant. Si on considère qu'une enceinte connectée constitue un double, mais pas un double de notre cerveau, mais un double en tout cas de ce qu'on dit, de nos envies, de notre façon de vivre lorsqu'elle écoute. La cybersécurité de l'IA. Là aussi, beaucoup de questions. On sait que il existe petit à petit se constitue une réglementation générale en matière de cybersécurité. La cybersécurité, c'est la sécurité en ligne. L'idée, c'est de lutter contre le risque
d'atteinte intentionnelle ou non intentionnelle au système d'information et aux données. Ici, il est tout à fait possible de considérer que le fait d'utiliser la copie d'un cerveau dans un objectif ou dans une finalité différente de ce pourquoi la copie est intervenue constitue une intrusion dans un système d'information. Intrusion dans un système d'information qui est pénalement répréhensible, mais ici qui serait justifiée par le besoin d'une enquête pénale. Sécurité aussi qui peut résulter du fait d'amener l'algorithme à révéler des choses qu'il ne révélerait pas. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de déloyauté et donc d'atteinte au système d'information en créant une mise en scène conduisant l'algorithme à parler là où la personne réelle ne parle pas, puisque dans l'épisode, Joe exerce son droit au silence et ne veut rien dire. Et en matière de cybersécurité, on sait que il y a des exigences générales issues d'une directive européenne qui s'appelle la directive Network and Information Security, qui pose des exigences en matière d'identification des risques, des mesures de gestion, d'organisation pour lutter contre ces risques d'atteinte au système d'information, de notification des atteintes et de résilience en cas d'atteinte à ces systèmes d'information. La difficulté, c'est que cette réglementation-là n'est pas applicable aux objets connectés, puisque notre double numérique n'est qu'un objet connecté. Et la sécurité des objets connectés pose difficulté, et on peut se poser la question de savoir si l'accès à un objet connecté ou le fait d'utiliser l'objet connecté dans une finalité différente de ce pourquoi il a été construit, c'est l'utilisation, vous savez, des caméras de surveillance afin de créer des attaques sur Internet par déni de service, hein, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, se pose. Et puis enfin, l'humanité de l'intelligence artificielle. Dans l'épisode, on voit des personnes qui souffrent parce que Joe avoue un meurtre et donc révèle petit à petit des éléments de sa vie privée qui sont des éléments difficiles. Et puis, d'un autre côté, on voit un double numérique, celui de la cliente, qui souffre aussi. Elle souffre d'ennui, de ne pas savoir quoi faire et finalement de se retrouver coincée dans cette petite boîte. Et se pose la question de la consécration éventuelle de droits au profit des intelligences artificielles. Mais cela pose de vraies questions. On est en présence d'algorithmes, c'est-à-dire à la base de quelque chose qui n'est pas humain, quelque chose qui est artificiel, qui est informatique, mais qui a conscience de soi-même. Et le critère pour être en présence d'une IA forte, c'est la conscience de soi. Mais la conscience de soi, c'est ce qui caractérise aussi notre qualité d'être humain. On est conscient de nous-mêmes. Et naturellement, on regarde cet élément, on se dit, bah oui, mais comment prendre en compte l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il faut lui reconnaître un statut? Est-ce que l'intelligence artificielle doit être considérée comme un animal, c'est-à-dire qu'on doit la protéger? Protéger par exemple contre une éventuelle destruction, protéger contre une utilisation par exemple comme une chair à canon dans un jeu vidéo, protéger contre son exploitation parce qu'elle travaille trop, peut-être. Est-ce qu'on doit lui consacrer une véritable personnalité juridique? Ça se discute parce que si on veut consacrer une personnalité juridique aux intelligences artificielles, c'est pour les rendre responsables des dommages qu'elles pourraient créer. Le juriste aime bien raisonner sous l'angle de la responsabilité, mais est-ce qu'une intelligence artificielle a vocation à être responsable? Et puis, responsable de quoi et comment? Est-ce que sa responsabilité conduirait à une peine d'effacement, à une peine de limitation de sa capacité, à une peine financière? Mais dans ces cas-là, cela voudrait dire que par ailleurs, elle dispose de revenus. Vous voyez, les questions sont insondables. Deux propositions ont été faites. La première, c'est une proposition par une députée luxembourgeoise, Madi Delvaux, qui a dirigé une commission au Parlement européen et qui a remis un rapport l'an dernier sur l'intelligence artificielle et qui est plutôt favorable à la consécration d'un régime de responsabilité, à la consécration d'une personnalité pour les robots, hein, pour les IA, et pour les IA fortes, et puis associé donc à un régime de responsabilité, personnalité contre responsabilité. D'un autre côté, la Commission européenne, qui a été saisie de ce rapport, adopte une position tout à fait différente. Position qui consiste à dire qu'il ne faut pas s'avancer du côté de la reconnaissance d'une personnalité juridique et donc une éventuelle responsabilité des IA, mais position qui consiste à dire faisons évoluer le régime de responsabilité en matière de produits défectueux pour essayer de couvrir ces produits qui sont doués de capacités propres. Souvenez-vous, en droit de la responsabilité civile, de l'arrêt l'oxygène, voilà les choses qui sont douées d'un dynamisme propre. On sait que le droit
est capable de prendre en compte ce type d'objet et associer à cela une démarche plutôt éthique, qui est de dire réfléchissons à des règles qui visent à gouverner, à encadrer les IA, mais non pas d'un point de vue juridique, mais d'un point de vue éthique. Alors, est-ce que c'est véritablement pertinent? Là encore, c'est une projection de l'homme sur l'algorithme. Est-ce qu'un algorithme a vocation à avoir une attitude ou un comportement éthique? Vous avez sûrement tous entendu à la radio des reportages ou à la télévision vu des reportages sur les véhicules autonomes. La première question qui se pose, c'est de savoir si le véhicule, en cas de difficulté, doit écraser la grand-mère ou l'enfant qui traverse la rue. Est-ce que, donc c'est une question éthique, c'est un choix. Est-ce que j'écrase la grand-mère ou est-ce que j'écrase l'enfant? Quelle vie est la plus importante entre les deux? Est-ce que c'est une manière bonne de raisonner? Est-ce qu'un algorithme raisonne de manière éthique? Son concepteur peut-être, mais l'algorithme pas du tout. Et est-ce qu'il y aura est-ce qu'une telle situation se présentera? Je ne suis pas sûr, moi, qu'un véhicule autonome un jour sera amené à écraser un enfant ou une grand-mère. Même pas sûr du tout. Le véhicule sera connecté, il bénéficiera d'informations venant d'un réseau, venant des véhicules qui sont présents devant, derrière, et donc n'écrasera pas la grand-mère et n'écrasera pas l'enfant. Et on peut se poser la question de savoir, pour d'autres robots, si le raisonnement est le même, est-ce que le robot protégera toujours, finalement aura toujours une attitude sûre au regard de ses fonctionnalités et de son utilisation, ou au contraire, est-ce que le robot sera amené à avoir une attitude au contraire de défiance à l'égard de l'espèce humaine? La question peut se poser. Dans ce cas, est-ce qu'on pourra les débrancher comme on peut débrancher l'enceinte connectée contenant un double de nous-mêmes? Vous voyez, autant de questions qui se posent et pour lesquelles il est très difficile d'avoir des réponses. Les débats sont très importants sur la question et ça incite évidemment à réfléchir à des thématiques qui sont dans le prolongement d'ailleurs de tout ce que vous voyez en cours, en première année, en deuxième année, en droit des personnes, en droit de la responsabilité et qui ouvrent des champs très importants pour le juriste demain. Merci beaucoup. Comme tu dois repartir après, est-ce que cela t'ennuie si on donne la possibilité à la salle de poser quelques questions? Sans problème, Fanny, sans problème. Et je regrette de pas... Enfin, bon, bref. Non, je récupère ma fille en crèche, donc et je pars à Rennes après. Donc voilà, pour vous expliquer une petite précision à la salle. Il faut poser la question dans le micro pour que ça puisse être enregistré. Voilà, pour la future diffusion de la vidéo, je crois que Christophe Allon, du coup, a une question tout de suite. Merci Fanny. Moi, j'ai pas une question, j'en ai 100. Donc tu vas pas aller chercher ta fille tout de suite. Un petit peu d'anthropomorphisme dans ton exposé. Oui. Alors je me disais que si un double numérique faisait un aveu, c'est lui qui doit être jugé, c'est pas la personne réelle. Mais la question est pour quel crime, en fait? Et celui qui l'a avoué. Celui qui l'a avoué, c'est vrai. Mais finalement, juger la personne qui avoue, c'est pour le coup ne pas juger ici la personne qui a commis potentiellement le crime. Et elle n'a pas avoué. Mais c'est une vraie... c'est quand même quelque chose d'assez troublant de dire que finalement, on va interroger plutôt... on va essayer de sonder les souvenirs, les sentiments de la personne pour savoir ce qu'elle a commis plutôt que de sonder la personne elle-même. Et c'est effectivement une vraie question. Il y a une atteinte au droit de la défense. Il y a une atteinte au droit de la défense, c'est certain. Juste, ton exposé m'a donné à réfléchir quelques remarques. Pour ceux qui seraient intéressés, en ce moment, il y a pas mal d'émissions, notamment La Tête au carré sur France Inter, qui toutes les semaines fait une émission sur l'intelligence artificielle. Et si vous voulez un petit peu prolonger les choses sur les questions éthiques, ça m'a fait penser au fameux dilemme du tramway, où c'est une question qui n'est pas posée uniquement pour l'intelligence artificielle, mais qui a une nouvelle vie avec l'intelligence artificielle. Et pour parler de pop culture, si vous voulez voir une illustration du dilemme du tramway, je vous invite à regarder The Good Place, qui est une autre série et qui met en scène justement ce fameux dilemme du tramway où le conducteur a le choix. S'il continue sur sa voie, il va tuer 5 travailleurs. S'il prend la voie de droite, il ne tuera qu'une personne. Comment va-t-il résoudre ce dilemme qui relève de la philosophie, de l'éthique morale? Voilà. Des questions dans la salle? De toute façon, on aura une pause tout à l'heure et il y
Il y aura bien entendu plusieurs personnes prêtes à discuter avec vous et à répondre aux questions en tant que besoin. Merci Thibault. Oui, juste si je peux ajouter dans le prolongement de ce que disait Fanny, si vous voulez savoir ce qu'est l'IA, il y a, alors je ne sais pas si vous le savez, mais les Français sont très forts en matière d'intelligence artificielle. L'un d'eux s'appelle Yann Lequin. Yann, plus loin qu'un, c'est le directeur de l'IA de Facebook. Tout un tas d'interviews disponibles sur YouTube ou d'autres plateformes qui expliquent très clairement ce qu'est l'IA. Il vient de faire paraître un bouquin très intéressant sur qu'est-ce que l'intelligence, écrit avec un philosophe, et il se pose la question justement de la comparaison entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, distinguant les deux, et c'est vraiment quelque chose d'assez de passionnant à lire. Très bien, merci beaucoup. Je propose que Christophe Allon, professeur de droit privé... Et pardon de devoir m'échapper, et bon courage pour la suite, j'aurais été ravi de vous écouter. Nous avons compris les bonnes raisons qui te conduisent à partir.